Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de Cendrillon, un film sorti en 1950 de Clyde Geronimi, de Hamilton Luske et de Wilfred Jackson. C'est un film qui est tiré du conte de fées de Charles Perrault, paru en 1697. C'est un film qui devait absolument renflouer le studio, sinon ils étaient tous foutus. Il a coûté 2,9 millions de dollars et au final il a très bien marché, en plus de ses divers ressorties, avec un total de 85 millions. Ça a été donc un gros succès. Il dure 1h14 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h14 ? C'est Cendrillon, une aide ménagère. Une femme qui est contrainte au ménage par sa belle-mère et qui finalement va s'extirper de ce château qui est plus représenté comme une prison avec un prince charmant. En gros, c'est ça. C'est un film donc d'après-guerre avec 8 ans de film compilation entre-temps destiné au public entre autres sud-américain. Disney n'avait pas réalisé de long métrage animé depuis 8 ans. Il a eu donc le temps, je pense, de digérer les différents mouvements et influences qui ont frappé son cinéma au tournant des années 40. Et donc je pense que ce Cendrillon est un peu une œuvre de maîtrise, avec un découpage très précis. Par exemple, le découpage des 12 coups de minuit est extrêmement précis, il y a une maîtrise, c'est incontestable. Autour d'une histoire universelle. On commence en nous disant que le père il est mort et que la mère elle est absente du récit. Bam, c'est très joyeux. Et on a aussi l'ajout de beaucoup d'animaux. Certains parlent et d'autres non. Nous avons le duo Jack et Gus comique, donc ils remportent le capital sympathie. Nous avons Lucifer, le vilain matou, qui va aussi servir un peu de base pour le chat dans Alice au Pays des Merveilles, avec cette poursuite entre Lucifer et les souris pour le morceau de robe qui a été faite en décalage avec le reste du film pour rajouter une scène comique pour satisfaire l'intérêt du public pour les animaux. Il y a d'ailleurs avec ce côté chat et souris un côté Tom et Jerry, bien entendu. Nous avons un rythme narratif qui marche bien, qui est bien structuré, très standard mais structuré, avec des intrigues secondaires pour étoffer un peu le récit. Beaucoup de gens ont évoqué à propos de ce film une formule, une recette, des conventions définissant la notion de classique Disney. C'est une vision, un idéal Disney avec des éléments partiellement définis avec Blanche-Neige. Elle comprend les bases religieuses issues du christianisme, essentiellement de folklore traditionnel avec la reprise des contes bien sûr, des inspirations politiques, plusieurs valeurs du rêve américain très important et une partie de magie pour lier l'ensemble, avec le bien triomphant du mal, un conte de fées charmant, des dessins luxuriants, des personnages très identifiables et des décors richement imaginés. Ces classiques Disney racontent une histoire riche, plein d'humour et de sentiments, souvent une héroïne fort sympathique. Et des fois c'est pas souvent le cas, mais au final on a quand même beaucoup ça, un cocon familial, avec une fin très importante en happy end. Et ici c'est le cas, la morale est sauve, les méchants sont écartés, ils ne sont pas détruits mais écartés, et les gentils connaissent enfin le bonheur tant espéré. C'est vrai que dans ce film on avait besoin parce que la plupart du film, c'est assez glauque ce qui se passe. Les rêves et les déceptions de Cendrillon la rendent complètement attachante. Ainsi, nous, spectateurs, pouvons nous identifier au personnage. Il y a aussi ce côté du soulier de verre, cet aspect magique qui est très important chez les Disney, avec une ellipse, alors ça c'est assez amusant, une ellipse de fin entre l'essayage du dernier soulier de verre et le mariage. Là ça va un petit peu trop vite, il n'y a aucune transition, on les voit pas se dire de mots, ni s'embrasser d'ailleurs, maintenant que j'y pense, sauf sur l'image de fin, voilà. Je trouvais justement par exemple que la fin qui avait été proposée dans La Belle et la Bête ou dans La Petite Sirène, il jouait sur une ellipse, comme ici, mais la façon dont il faisait la transition, c'était beaucoup mieux. Avec des raccords dans le baiser ou dans les mouvements des personnages, je trouvais que c'était beaucoup plus futé que finalement ici, où voilà, c'est très standard et c'est même un petit peu tronqué. Mais bien sûr, ce genre de petit problème va être corrigé pour les prochaines productions. Les personnages, d'abord Cendrillon, c'est une passerelle sur laquelle on a envie de passer. Non, enfin si aussi un petit peu, mais c'est une passerelle entre le monde des humains et le monde animal. Elle tricote des habits, c'est complètement ridicule, mais là on
On est en plein anthropomorphisme. Elle tricote des habits pour les souris, les rats qui sont ses amis. Elle donne à manger aux poules en criant à table. Donc il y a des animaux qui sont pas anthropomorphisés et d'autres qui le sont. C'est un personnage maternel. C'est la première héroïne blonde. Encore une mauvaise image de la femme qui travaille, qui est véhiculée. Le film prône en effet un peu trop les vertus domestiques de Cendrillon, un peu comme Blanche-Neige finalement. C'est un personnage persécuté, exploité à mort, et pour échapper à la dure réalité, elle rêve. Du modèle américain. Elle est pleine de qualités, elle fait toutes les tâches qu'on lui demande, car elle est déterminée à aller au bal, elle est un petit peu naïve, et pendant tout le récit, c'est une héroïne qui est incapable de s'affirmer et de s'émanciper. Mais elle a quand même la force de caractère de tout endurer, de survivre dans ce milieu hostile, et de faire ce travail besogneux. Il y a une domestication et un esclavage familial, c'est assez horrible de voir ça, mais Cendrillon allie plaisir et travail. Elle nettoie dans la maison en chantant. Très belle scène de chanson avec les bulles comme ça qui apparaissent, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Elle est un petit peu distraite, et finalement elle reconnaît même pas le prince charmant. Cendrillon partage de nombreux éléments avec Blanche-Neige et les 7 nains. Au niveau du scénario, au niveau graphique, la personnalité de l'héroïne, elle parle aux animaux qui lui répondent, elle tombe amoureuse tout de suite du prince, il y a une atmosphère, et ce fut également une entreprise très risquée pour le studio. Nous avons la belle-mère qui a quelque chose de la reine dans Blanche-Neige, et qu'on va voir finalement par la suite une autre déclinaison dans La Belle au Bois dormant. Elle est très réaliste, elle a une présence assez glaciale, elle est calculatrice, autoritaire et austère. Elle ne manque pas de sarcasme et de sadisme. Elle n'arrête pas de rabaisser Cendrillon. C'est un personnage effrayant mais réaliste, assez important, par rapport aux belles sœurs de Cendrillon qui sont Javotte et Anastasie, qui sont complètement grossières et donc qui ont une animation grossière. Ce sont des enfants pourri gâtés avec une laideur, elles sont moches comme pas possible. Elles se sentent supérieures à Cendrillon, alors franchement il n'y a pas de quoi. Et pourtant elles sont très opposées au niveau du dessin, mais aussi au niveau du chant. Et elle sert encore une fois de comique de film par leur bouffonnerie. On a la marraine, la fée. C'est sûr, elle est un petit peu moins glamour que celle de Pinocchio, mais c'est le pendant familial qui manque à Cendrillon dans le film en fait. Qu'on va revoir d'ailleurs dans La Belle au Bois dormant. Ce personnage très maternel avec ses fées dans La Belle au Bois dormant, la nourrice dans Les 101 Dalmatiens ou encore la femme, la vieille femme dans Rox et Rookie. On a encore, d'ailleurs avec ce personnage, une idée de transformation physique qui est à l'œuvre dans le film, qui est une constante dans l'œuvre de Disney. Ça, je le rappellerai tout le temps. Nous avons aussi d'autres personnages humains, le roi, le grand-duc, ça c'est très amusant, qui sont un peu caricaturaux, mais ils contribuent à la bonne humeur du film et aussi à tisser des intrigues secondaires. Et nous avons le prince. Alors ce prince-là, il est encore la victime du studio, parce qu'il est déjà très peu présent, mais il est encore relégué à la figure de concept de prince, voilà, avec un prince aux cheveux noirs qui fait d'ailleurs beaucoup penser à Eric qu'on aura dans La Petite Sirène, qui est complètement différent. Mais c'est une personne qui pourra extirper Cendrillon de sa condition, avec des trucs sexuels, la scène avec le prince, voilà. Elle en voit de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire, quand elle trouve le prince, voilà, et c'est tellement touchant. La rencontre entre le prince et Cendrillon, mais c'est un véritable coup de foudre. Et l'empereur veut que son fils ait des rapports sexuels au plus vite pour avoir des petits-enfants, parce que c'est son but. Donc il lui dit, oui, lumière tamisée, lumière, vite, une valse. Voilà, et alors que le prince n'a Dieu que pour elle, que pour Cendrillon. Et d'ailleurs, c'est très très glamour et très sensuel, comme ça a été chanté là quand il dit, c'est ça l'amour. Bien sûr, ça, on peut penser que c'est des trucs au plumard, mais non, mais c'est un peu ça aussi. Mais bien sûr, on va pas présenter ça, donc on présente une danse, voilà, quelque chose de beaucoup plus convenable, voilà. Mais c'est tout le caractère sexuel aussi de la voix et surtout de la VF, très bonne VF, avec cette danse, le prince qui la regarde avec vraiment, mais c'est pur, mais c'est vraiment pur, et ça fait vachement de bien, parce qu'elle arrête pas de s'en prendre plein la gueule à Cendrillon, et à un moment t'as cette scène, voilà, où tout ce désir frustré se déploie et explose dans un amour, mais c'est tellement, ça fait tellement de bien, et à travers également une animation. C'est un film magique, même quand il n'a rien de magique, c'est hallucinant, la claque au niveau de l'animation, mais je m'en souvenais plus du tout. C'est un peu semblable à ce qu'on va avoir dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a de très très belles images, les couleurs, mais c'est très très riche. C'est un film qui compte peut-être moins d'innovation que les films précédents. Il y a eu une élimination d'éléments trop expérimentaux.
potentiellement coûteux bien entendu. Il y a un réalisme qui se dégage de l'animation. Cette dernière d'ailleurs a été confiée à un groupe d'animateurs de la première heure, ce qu'on appelle les 9 vieux monsieur, c'est-à-dire Wolfgang Treitmann, Les Clark, Ward Kimball, John Lounsbery, Mitch Kalt, Mark Davis, Frank Thomas, Eric Larson, Ollie Johnston. C'est vraiment des animateurs très très bons qui ont beaucoup d'expérience mais qui vont aussi insuffler un certain style au prochain Disney. Un des principaux problèmes artistiques du film est qu'il a toujours semblé plus facile de reproduire une histoire d'amour entre humains avec des acteurs en chair et en os qu'avec des dessins. La solution réside en fait dans la force des personnages animés pour s'identifier leur aspect convaincant en fait. Donc ils ont utilisé la rotoscopie, chose qu'on avait déjà expérimenté avec Blanche-Neige. Alors la rotoscopie, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique cinématographique qui consiste à relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle, avec une caméra, pour transcrire la forme et les actions dans un film d'animation. Ce procédé permet de reproduire avec réalisme la dynamique et les mouvements des sujets filmés. Les animateurs, soucieux de reproduire les mouvements crédibles et tout ça, disposent désormais d'un outil idéal pour capter l'émotion dégagée par le corps humain en action. Le potentiel créatif de l'animation est ainsi tout entier tourné vers l'expression des sentiments, donnant au film une force émotionnelle évidente, et je trouve que moi quand je l'ai revu adulte maintenant, je l'ai beaucoup plus senti que quand je l'avais regardé tout petit. Afin de respecter au mieux les mouvements du carrosse, également une maquette en miniature a été filmée, procédé qu'on avait aussi utilisé dans Pinocchio. Au niveau de la mise en scène, on a de nouveau de l'expressionnisme allemand, ça ne change pas, avec des couleurs sombres et froides qui sont assez importantes, une influence des films comme Rebecca dans le traitement de l'espace, de la maîtresse de maison, bien sûr ici la belle-mère, mais également de Citizen Kane. Nous avons une scène de confection de robes que j'ai beaucoup aimé revoir, avec ce souci de la confection, les détails, avec les animaux mobilisés pour sa fabrication. C'est un film qui possède des scènes conçues pour traumatiser les enfants. Avec l'âge adulte, je me rends compte de la détresse des personnages, et finalement on a un climax, du suspense à la Hitchcock, complètement. Ça fait vraiment du bien qu'on en ait d'ailleurs. On veut vraiment qu'elle s'en sorte. Au niveau des chansons, je me souvenais plus exactement de toutes les chansons, mais au fur et à mesure, ça m'est revenu, elles sont finalement très belles. Et nous avons les chansons et les sons également des souris. Alors ça, c'était pour le coup très innovant. Pour rendre cela possible, les comédiens devaient ainsi parler avec une voix plutôt basse et surtout lentement. Il ne restait ensuite plus qu'à accélérer la vitesse pour donner cet effet un peu surréaliste aux voix des souris. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse à Disney France a procédé à un redoublage complet du film en 1991, car il est vrai que parfois il est assez difficile de comprendre clairement ce que les souris disaient dans la version de 1950. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre de transition ? Ce n'est pas sûr, mais par contre, ce qui est très agréable, c'est que Cendrillon reste lisse et ne crée pas de polémique. C'est formidable. Cendrillon est également un délire pour les psychanalystes qui voyaient en elle la ménagère contrainte à réprimer ses désirs jusqu'à la tombée de la nuit. Est en version Disney la quintessence de la magie universelle du studio Disney. Une harmonie de couleurs dans les décors sublimes de demeures merveilleuses et de châteaux de contes de fées. C'est une comédie dramatique dominée par une dizaine de personnages burlesques, les souris, les oiseaux, le chat, les sœurs, et invités par l'expressionnisme hollywoodien. J'ai été très touché. Je ne pensais pas à ce point-là. Ça m'a surpris en fait d'avoir été touché maintenant par ce film-là. Un très beau récit romanesque, un film très émotionnel, encore une fois je me répète, c'est vraiment un film qui a un sacré charme et c'est un grand classique. Si je devais lui donner une note, je lui mettrais... Qu'est-ce que je lui mettrais comme note ? Parce que j'ai moins apprécié du coup les séquences avec les souris, parce que c'était très différent de ce qu'on avait d'émotionnel avec Cendrillon. Mais j'ai quand même été surpris par mes sentiments, mon ressenti à la lecture de ce film. Je lui mettrais un 16 sur 20. Sur ce, j'ai terminé cette critique. À vous également peut-être de critiquer ce film, ou de critiquer ma critique, de dire un peu ce que vous en avez pensé de ce film. N'hésitez pas à poster des commentaires, des remarques sous la vidéo.
vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce long cycle de critiques qui va durer pendant encore quelques mois, je le sens. Au moins on en a jusqu'à la fin de l'année à mon avis. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!